Voilà le classement définitif de la saison 2023-2024 de notre cher Ligue 1 Uber Eats, qui sera d'ailleurs Ligue 1 McDonald's la saison prochaine. Bon, Paris champion, Monaco, Brest et Lille dans les places de LDC, Nice et Lyon en Europa et Lens en conférence. Metz va devoir jouer son maintien, puis Lorient et Clermont qui descendent. Ça aurait été tendu jusqu'à la dernière journée. La première partie de saison n'était pas très emballante, hein. C'est vrai qu'on s'ennuyait souvent, mais le sprint final aurait été de qualité en tout cas. Alors la vidéo d'aujourd'hui, en quoi consiste-t-elle? Eh bien faire le point sur chaque équipe de Ligue 1 à travers les statistiques clés pour pouvoir vous éclairer. L'idée c'est vraiment qu'en sortant de la vidéo, vous puissiez vous dire ok, je comprends mieux notre classement, je comprends mieux ce qui a été bien et ce qui reste à améliorer pour la saison prochaine. Donc on va passer en revue toutes les équipes dans l'ordre, en commençant par le champion. Honneur au champion, le Paris Saint-Germain. Je précise que vous pouvez aller voir la partie qui concerne votre équipe directement si vous n'avez pas le temps, mais restez au moins pour le PSG parce que je vais expliquer toutes les données que j'ai utilisées et comment les comprendre, etc. Globalement, c'est l'idéal pour tout comprendre, hein, de rester pour chaque équipe. Alors Paris, vous voyez les différentes données que j'ai pris en compte, que je vais vous détailler point par point. Paris est l'équipe qui s'est créé le plus d'occasions de buts en Ligue 1 cette saison, pas trop de surprises. C'est calculé par rapport aux expected goals, donc les XG, une unité de mesure du volume et de la qualité des occasions. C'est également l'équipe qui a le meilleur ratio de réalisme offensif, on va dire, donc qui en fait qui correspond à la conversion des occasions, la différence entre les occasions qu'ils ont eues et les buts qu'ils ont marqués. Deuxième en possession haute, donc pour ça c'est simple, on prend le total des touches de balle de l'équipe cette saison, tous les endroits où ils ont touché des ballons, et on regarde le pourcentage de ces touches qui ont été dans les 30 mètres de l'adversaire. Sur le podium également en récupération haute, donc voilà, récupérer la possession du ballon dans les 40 mètres adverses. Premier en déchets techniques, alors là c'est important, mais pour les stats négatives, ça marche à l'envers. Donc ici, premier, ça veut dire que c'est l'équipe qui en a eu le moins. Sur quoi est-ce que je me suis basé? Eh bien, les passes ratées, les dribbles ratés et les contrôles manqués, tout ce qui relève un petit peu de la qualité technique. Donc voilà, ici Paris en maîtrise, il n'y a pas de souci. Par contre, très critique dans les erreurs individuelles. Avant-dernier, seul Clermont fait pire et 16 équipes en ont fait moins. On est sur 30 erreurs. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Ce sont soit des pénaltys concédés, soit des cartons rouges, soit des erreurs qui offrent une occasion à l'adversaire. Ce qui ici représente la majorité d'ailleurs. Il y a eu pas mal de bourdes, hein. Donnarumma en compte 4 à lui seul. On se souvient en début de saison, c'était compliqué. Pour les occasions concédées, 6 équipes en concèdent moins. Je trouve pas ça très rassurant, être dans le deuxième tiers quand t'es le Paris Saint-Germain. Si on regarde les autres champions, le Real et Leverkusen sont premiers dans ce domaine, et l'Inter et City deuxième. Est-ce que la présence de Mbappé, qui fait peu d'efforts défensifs, a tant joué que ça? Voilà, je l'ignore. Je pense qu'on peut s'accorder, hein, pour dire que l'équipe n'était pas toujours, voire rarement rassurante défensivement, mais ils ont pour autant, ils sont premiers sur le réalisme défensif, ce qui signifie en résumé que l'équipe a encaissé nettement moins de buts que prévu par rapport aux occasions qu'elle a concédées, qu'elle a offert à ses adversaires et aux tirs que le gardien a reçus. Le réalisme offensif et défensif au maximum, vous allez voir dans la vidéo, mais tu peux avoir le meilleur jeu du monde, les meilleures stats partout. La seule chose qui compte à la fin, ce sont les attaquants qui plantent et un gardien qui te sauve. Ces deux hommes ont nettement contribué à ça, Mbappé et ses 27 buts, dont un bon nombre de buts compliqués, où il n'a pas eu besoin d'avoir une occasion pour marquer. Et puis Donnarumma, qui lui sauve 17 buts nets, 17 buts qu'un gardien médian aurait encaissé en recevant les mêmes frappes, selon les statistiques. Donc voilà, c'est tout simplement énorme. Je l'avais déjà expliqué, mais psychologiquement, la psychologie du supporter est particulière parce qu'en fait, il voit moins les problèmes quand ça gagne. On ne pourra pas se faire une idée la saison prochaine puisque du coup l'équipe sera renforcée. Il aurait fallu refaire la même saison sans Mbappé et Donnarumma, recommencer, voir un peu ce que ça aurait donné. Mais bon, après, malgré tout, on a quand même vu des idées intéressantes. Voilà, Luis Enrique
Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils tentent des choses. Franchement, on a vu beaucoup d'adaptations de joueurs tentés à différents postes, etc. Je pense aussi qu'il préparait l'après Mbappé. Bon, il l'a lui-même dit de toute façon. Voilà, donc je suis assez intrigué de la suite côté Paris Saint-Germain, que ce soit le mercato, la direction sportive, l'intégration des jeunes, etc. Bon, passons à présent au Dauphin, l'AS Monaco. Donc voilà, ici les données reflètent plutôt bien ce qu'on a pu observer, je trouve. C'est-à-dire qu'offensivement, ça a très bien marché. Il y a eu des occasions, un bon taux de conversion globale, de l'intensité, mais à côté, pas mal de déchets techniques et d'erreurs individuelles, notamment pour l'un dans les contrôles manqués et pour l'autre sur les cartons rouges. Aucune équipe n'en a reçu plus en championnat cette saison. Pour les contrôles, il peut y avoir pas mal de raisons, mais souvent ça va plus toucher les équipes qui ont un jeu direct. Plus tu prends de risques dans ton jeu, forcément plus tu vas augmenter ton déchet technique. Défensivement, on est à la limite du deuxième tiers. C'est pas l'assurance tout risque avec un réalisme défensif pas exceptionnel qui est malgré tout remonté en seconde partie de saison en faisant jouer Madjeki. Mais Econ avait été en demi-teinte sur les rencontres qu'il avait jouées. Au global, équipe emballante, mais qui, si on doit résumer, n'a pas encore la maîtrise nécessaire pour contrôler cette prise de risque et en limiter les conséquences potentielles. Donc voilà, va falloir travailler là-dessus parce que sinon c'était vraiment emballant à regarder. Le Stade Brestois à présent, la belle surprise de cette saison. Quand on regarde, on voit que l'équipe est dans le top 5 en réalisme offensif et défensif. Voilà, déjà ça explique beaucoup de choses. Alors offensivement, il y a eu des gros manqués en première partie de saison, notamment le Doiron de mémoire, mais c'est vrai qu'ils ont su marquer un grand nombre de buts compliqués qui du coup compense et ce réalisme permet de ne pas avoir besoin de se procurer autant d'occasions que leurs concurrents directs. Sur le déchet technique, on en parlait juste avant, mais Brest va vite vers l'avant, se projette, prend des risques, donc forcément ça se ressent dans les données, que ce soit au niveau du contrôle manqué, mais aussi pour le pourcentage de passes réussies. L'essentiel, c'est que quand ça passe, tu arrives à faire mal, et pour le coup, c'était le cas. Erreur individuelle, c'est limite, c'est pas critique, mais attention. Puis défensivement, tu concèdes assez peu, et en plus, quand tu concèdes, il y a Bizot derrière. Donc voilà. Si vous voulez avoir une analyse vraiment détaillée, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai réalisée sur leur saison. N'hésitez pas. On passe un petit peu tout en revue. Le LOSC maintenant, qui a cru jusqu'au bout à la 3e place, je vais en venir directement sur la seule donnée en rouge qui va, je pense, vous surprendre, c'est la possession haute. C'est vrai que c'est une équipe qui a une grande possession tout court, 2e derrière Paris. En fait, la proportion de cette possession qui se trouve dans les 30 mètres adverses est faible. Même quand tu regardes le volume total, donc sans faire la proportion, sur les touches dans les 30 mètres adverses et dans la surface, Lyon, Rennes et Marseille font mieux que Lille. Donc sur ce coup, merci les stats. Sinon, je pense que personne aurait forcément pensé ça parce qu'on imagine une équipe de contrôle qui domine quand même beaucoup ses adversaires. Après, c'est parfois lié aussi aux équipes qui aiment bien ressortir proprement parce que c'est vrai qu'elles passent pas mal de temps dans leur propre camp pour préparer et attirer l'adversaire, par exemple. Malgré tout, au-delà de ça, c'est une équipe assez polyvalente, c'est bon partout globalement. Il y a eu un petit peu d'occasions manquées, des matchs où ça a vendangé, mais pas autant que la saison passée, c'était vraiment horrible là-dessus. Chevalier a fait le travail, ils sont en positif, c'est juste que d'autres équipes ont fait mieux. Sinon, techniquement, c'est Lille, c'est du délice, il n'y a pas trop d'erreurs, donc beau bilan global, et je pense qu'on s'y attendait tous. Passons à présent à l'OGC Nice, et franchement, ça reflète bien l'impression visuelle, c'est ça que j'adore dans mon métier, et c'est ce qui me fait rire quand j'entends dire que les stats servent à rien, ne vous en servez pas, il y a aucun problème, nous on va le faire. Une seule équipe fait pire que Nice en conversion des occasions. C'est vrai que c'était très compliqué dans le dernier geste, on voit 68% des grosses occasions ont été manquées. C'était un visuel que j'avais publié il y a quelques jours, il restait des matchs, mais déjà là ça en dit long. Avant-dernier en possession haute également, même chose, pas trop de surprise là pour le coup. C'était une équipe qui a eu du mal globalement sur la saison à être dangereuse et à s'installer dans les 30 mètres de l'adversaire. Il faut savoir aussi qu'ils comptent pas mal de touches dans leur propre camp parce qu'ils cherchaient à ressortir propre, on en parlait juste avant, donc ça joue. De l'autre côté, très peu de déchets techniques, c'est corrélé à la prise de risque qui est contrôlée de leur côté, on va dire. Pas mal d'erreurs, attention, on n'est pas loin du dernier tiers, notamment du côté des pénaltys concédés. Par contre, du côté défensif pur, on va dire, de la sûreté défensive globale sur la saison, une vraie muraille, gros point de satisfaction, sans doute l'équipe ou l'une des équipes référentes dans le championnat cette saison sur ce critère, avec un Boulka en grande forme derrière. Donc c'est un petit peu l'équipe inverse de Monaco, moins emballante offensivement, plus sûre défensivement.
Et puis, bah, tu as Lille entre les deux. Donc, ouais, finalement, le classement est bien fait. 6e place, dernière équipe de ce premier tiers du classement, la surprise Olympique Lyonnais, plus 8 places par rapport au classement de fin d'année 2023. L'analyse est un peu compliquée parce qu'il y a eu 2 saisons en une seule. Ça aurait été beaucoup trop long de découper pour les statistiques. Mais ouais, globalement plutôt correct. Attention aux erreurs individuelles, notamment au carton rouge. Sur le côté réalisme défensif, Lopez et Ryu sont parmi les pires portiers de la saison sur leur ligne. Quand on fait la différence entre les buts qu'ils auraient dû encaisser par rapport aux frappes reçues et les buts réellement encaissés. Ce sera surtout plus intéressant à regarder la saison prochaine pour eux, de ce que j'ai vu dans leur match. Je dirais que le côté positif aurait été la force de caractère, voilà, pour pouvoir retourner un bon nombre de situations. Et sur la seconde partie de saison, le réalisme offensif par rapport à la première partie. Mais côté amélioration, une équipe quand même très peu sereine, qui doit plus se canaliser, mieux gérer ses temps faibles. Trop de buts encaissés, pas assez de contrôle, je pense, c'est un petit peu le truc global. Hâte de voir la suite en tout cas et quelle place ils vont occuper la saison prochaine, parce que si on prend juste sous Pierre Sage, ils étaient 2e du championnat. On ouvre le 2e tiers avec Lens, qui comme vous le voyez a beaucoup souffert de son manque de réalisme offensif. Personne ne fait pire en Ligue 1. C'est la 2e équipe qui s'est procuré le plus de grosses occasions, donc pas d'occasions tout court, vraiment des occasions claires, et celle qui en a manqué le plus. On l'a vu contre Montpellier d'ailleurs. Et comme je le disais au début, tu peux faire ce que tu veux, mais si ça ne suit pas dans les deux surfaces, ça va être très compliqué, et c'est dommage parce que comme vous le voyez dans l'ensemble, c'est mieux que Lyon dans l'ensemble. Alors c'est vrai que l'équipe a plus concédé que la saison passée, mais derrière elle est 2e en réalisme défensif. On disait que Donnarumma avait sauvé 16 ou 17 buts, mais Samba est juste derrière avec une dizaine à son actif. Je sais pas pourquoi sa saison est si peu respectée. Attention en revanche, il y a eu pas mal de pénaltys concédés. Voilà, le genre de choses qui peuvent coûter des matchs. Alors à présent, on passe à Marseille. Je vous le dis tout de suite, si vous êtes supporter, il y a de quoi prendre un 3-5-7 et se le coller sur la tempe, comme dirait un grand philosophe. Parce que, comme vous le voyez, tout est bien, tout est vert, sauf le réalisme dans les deux surfaces. Marseille, cette saison, c'est marrant parce que c'est l'inverse de Paris, justement. C'est l'incarnation même de ce que je vous ai expliqué et de la dure loi du football. Peu importe ce que tu fais, comment tu joues, il faut conclure les occasions et avoir un gardien qui te sauve quand t'en concèdes. Là, on a vraiment un cas d'école excellent, parce que dans la psychologie du supporter, les gens pensent plus facilement que leur équipe joue bien quand elle gagne et qu'elle joue mal quand elle perd, alors que ça, c'est le degré zéro de l'analyse. Je pense par exemple que si vous supportez l'OM, y a de grandes chances que vous pensiez que cette saison, les joueurs étaient nuls techniquement. Alors que les 2 seules équipes de Ligue 1 qui font mieux dans la capacité à limiter le déchet technique, il n'y en a que 2. Vous vous dites aussi que vos joueurs font sûrement trop d'erreurs. Il n'y a que 4 équipes qui font mieux. C'est même pire. Sur toutes les équipes qui sont au-dessus de Marseille, là, au classement, il n'y en a aucune qui fait moins d'erreurs que Marseille cette saison. La différence, c'est que comme l'équipe est mal classée, vous pensez que tout est nul. Alors que, selon l'étude des données, en rejoignant 1000 fois la saison et avec la même production et plus de réalisme, du coup, c'est podium. Une seule équipe a concédé moins d'occasions, c'est Nice. 3 équipes en ont eu plus, c'est pas énorme. Le constat est là, t'es la 4e équipe qui a le plus manqué en Ligue 1, malheureusement. Aubameyang, 22 ratés, c'est celui qui en a manqué le plus. C'est celle qui a le plus touché les poteaux aussi. Et puis défensivement, presque l'équipe qui a le plus été enterrée par son gardien cette saison, qui a coûté beaucoup plus de buts qu'il n'en a sauvé. J'avais fait une vidéo sur l'OM pour ceux que ça intéresse, ça date un peu, mais la dynamique est la même au global. Dites-vous qu'en Ligue 1 cette saison, il y a 21 matchs que l'équipe ne remporte pas, donc soit défaite, soit nulle. Sur les 21, il y en a 14 avec plus d'occasions que l'adversaire. 14. C'est important de regarder dans le détail et de ne pas rentrer dans la simple culture du résultat en se disant que l'équipe n'a rien produit. C'est faux. Elle a produit, mais elle n'a pas été récompensée. Du côté de Reims, à présent, franchement, pas emballant. Décevant même, avec ce qu'ils avaient montré la saison passée. Ils étaient 5e du championnat après 10 journées. C'était vraiment bien parti. Puis bon, avec les histoires, Will Steele, est-ce qu'il part pas, je sais plus vraiment s'il y a d'autres éléments clés, mais tu fais 3 défaites sur tes 11 premiers matchs et 6 sur les 11 suivants. Saison compliquée. On le voit même sur la conclusion des occasions, c'était vraiment pas ça, j'en ai parlé récemment, mais Ito est le joueur qui aurait dû avoir le plus de passes décisives cette saison en Ligue 1. 19 caviar, et au final, c'est vendangé, il termine à 7 passes décisives. C'est pour ça que je dis souvent que c'est une donnée presque inutile et que j'ai fait une vidéo là-dessus. Gros déchet technique également, une saison bizarre à oublier. Pas grand-chose à dire de plus pour Reims.
Une pensée aux supporters, hein, parce que ouais, vraiment le départ était emballant en plus. Les Rennais, alors l'équipe a beaucoup déçu. L'équipe que nombreux voyaient terminer bien plus haut en début de saison. Hein. Et c'est dur parce que c'est pas mal. Il y a pas mal d'occasions de but, il y a peu d'occasions concédées, peu de déchets techniques, peu d'erreurs. Oui, peu d'erreurs. Ça va sans doute surprendre les supporters et même ceux qui ont regardé l'équipe cette saison. Mais en fait, l'explication est très simple et elle tient en une seule phrase. La moindre erreur amenait un but. C'est exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Les supporters ne retiennent que les conséquences. Donc quand Paris fait 30 erreurs individuelles, mais que t'as Donnarumma derrière, il n'y a pas de conséquences, tu t'en souviens plus. Et c'est horrible parce que Rennes, c'est 17 erreurs individuelles. Donc presque 2 fois moins, sauf que tu les as toutes payées cash. Au-delà de ça, malgré quelques beaux arrêts, Mandanda est dans les moins bons gardiens du championnat sur le rapport entre les buts qu'il a pris et ceux qu'il a sauvés. Voilà, l'équipe n'a pas été emballante, hein, ça c'est sûr, mais franchement, tu pouvais espérer un peu mieux et tu as souffert du manque d'expérience et de qualité pour rattraper les bourdes. Toulouse, l'équipe avec le moins d'erreurs individuelles en Ligue 1 cette saison, c'est un bon point. Ils ont également montré un bon réalisme offensif. Pas grand-chose à dire en soi. C'est la seule équipe de toutes qui n'a pas un seul domaine dans le rouge. Beau travail de Martinez, qui aura été invaincu cette saison contre Paris, Reims, Rennes, Marseille et Lille, en Ligue 1 de mémoire. Des belles performances en Coupe d'Europe aussi. Voilà, moi j'ai bien aimé. Ça fait plaisir de voir des équipes qui étaient en Ligue 2 il n'y a pas longtemps tenir leur rang. C'est aussi l'équipe qui a fait la deuxième meilleure remontée avec Lyon. Ils ont pris plus 5 places par rapport à la première partie de saison. Voilà, ils enchaînent, ils arrivent à se maintenir dans le milieu de tableau en Ligue 1 en embêtant des grosses équipes. Mes félicitations à eux. Montpellier, dernière équipe du deuxième tiers. Vous vous souvenez des premiers matchs? Franchement, on avait été un petit peu hypé par le duo Adams-Altamari. Ça présageait de bonnes choses. Au final, ça n'aura pas tenu sur la longueur. Adams aura été le troisième joueur avec le plus d'occasions nettes manquées en Ligue 1 cette saison. 18 pour seulement 8 buts en proportion. Ça reste encourageant malgré tout, hein, ça montre qu'il sait s'en procurer et il vaut mieux ça que l'inverse. Il y a également eu un énorme déchet technique. Après Montpellier, c'est un jeu très très direct, hein, une grosse prise de risque, donc forcément. Sinon, l'équipe aura aussi concédé beaucoup d'occasions, mais aura pu compter sur des portiers qui ont réalisé pas mal de bonnes performances, et ça même quand ils encaissaient des buts. Pour les prochaines équipes, je vais pas rentrer dans le détail et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est pas parce que je considère que ce sont des équipes moins intéressantes ou qui font moins de vues ou je ne sais quoi d'autre. Vous savez bien que c'est pas le genre de la maison. En réalité, c'est que j'ai essayé, mais c'est vraiment un casse-tête à analyser parce qu'à partir de ces équipes-là, en fait, tout est jaune ou rouge et surtout beaucoup rouge. Et ouais, vraiment, c'est très critique. Donc, quand tu regardes même le classement aux expected points, donc le classement par rapport à la production pure, en fait, ces équipes-là restent les 6 dernières dans tous les cas. Alors, pas forcément aux mêmes places, mais ça reste les 6 dernières. Voilà, en soi, le commentaire global, à part dire il faut faire mieux, j'ai pas grand chose de plus à donner en sous-lecture. C'est déjà assez dur en tant que supporter, j'imagine. Donc je vais pas passer les 15 dernières minutes à vous montrer que du négatif, que du rouge. La page est tournée. Rendez-vous la saison prochaine. Voilà en tout cas pour ces équipes-là. J'espère évidemment pour les supporters qu'elles feront mieux la saison prochaine et que pour celles qui iront en Ligue 2, qu'elles apprendront de leurs erreurs. C'était une vidéo importante parce que l'analyse sous-jacente, l'analyse qu'on fait sous le résultat brut, c'est une partie importante de mon travail. C'est tout l'intérêt des données, comprendre ce qui n'allait pas, ce qui marchait mieux en dehors de son implication émotionnelle personnelle et de pouvoir préparer au mieux la suite. Si ça vous a plu et que vous souhaitez m'encourager, vous pouvez vous abonner, liker, partager et donner de la force. On est 6000, je suis super content et je vais rien lâcher. Ça, vous pouvez compter sur moi. Puis voilà, je vous dis à bientôt l'équipe.